Bonjour Emeline, bonjour à tous. Donc, Marcella Moisson, et je suis associé fondateur et inventeur d'un procédé de recyclage des plastiques. Et est-ce qu'on peut démarrer? Oui, je vais vous faire un petit défilé là en présentation. Donc ReciWest est né d'une réflexion de quoi faire de nos plastiques. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, on utilise 300 millions de tonnes de plastique, 5 millions en France, et que seulement une petite partie est recyclée. Et la grande difficulté de le recyclage des plastiques, ce sont le manque de procédés, c'est aussi le gisement, l'organisation des gisements et les procédés qui sont très énergivores. Donc nous avons réfléchi depuis 4 ans à mettre en place un nouveau procédé de recyclage des plastiques, et surtout pour des plastiques non recyclés jusqu'à maintenant, qui est le cas de filet Valronde. Le filet Valronde, c'est un plastique très technique qui est utilisé pour la compression et la conservation des fourrages pour la nourriture des animaux. Aujourd'hui, il manque des procédés. Ces plastiques ne sont pas recyclés. Donc, ils vont finir à l'enfouissement, dans certains cas, et au brûlage, dans la plupart des cas, aujourd'hui, manque de procédés de recyclage. Donc, nous avons choisi de recycler cette matière, puisqu'elle est monoproduit, elle n'est pas mélangée avec d'autres produits. Et notre procédé, c'est un procédé innovant puisqu'il n'utilise pas d'eau. Dans un recyclage classique de plastique, on va broyer, laver, sécher et ensuite granuler. Donc, on a notre procédé, on ne va pas laver et on va nettoyer à sec. Donc, ça nous fait une double économie d'énergie. De l'énergie puisque on ne va pas laver et sécher, et de l'énergie qu'on aurait utilisée puisqu'on va raccourcir notre procédé. Donc, nous avons fait un état des lieux de ces plastiques non recyclés et nous avons mis un procédé innovant de recyclage. Mais pour pouvoir mesurer les impacts positifs et négatifs, on a fait appel à la coopérative MU pour faire une analyse des cycles de vie et bien analyser tous les impacts positifs et négatifs. Donc, on a commencé pour étudier les impacts négatifs que l'état actuel de ces filets cause. Donc, on a un impact très fort du CO2 sur le changement climatique. On a aussi un impact très important pour la pollution de l'air quand il y a du brûlage et une pollution de l'eau, puisque ces matériaux sont enfouis. Donc, ces trois enjeux environnementaux, ce sont les principaux impacts par lesquels on s'est intéressé. Donc, notre recherche a commencé il y a 4 ans. Nous nous sommes adressés à différentes filières des collectes de matières plastiques pour savoir quelles étaient les matières non recyclées. Donc, on s'est adressé à la filière de collecte de l'agriculture pour savoir quels étaient les produits qui posaient des problèmes ou qui n'avaient pas de processus de recyclage. C'est comme ça que nous sommes arrivés en fait, au filet Valronde. Donc, le filet Valronde va être collecté par la filière de recyclage par les agriculteurs. Ensuite, il va être amené dans un centre de collecte dans lequel il va y avoir une sélection et une préparation des matières qui ensuite vont partir soit dans un centre de recyclage, soit un centre d'enfouissement. Dans le cas des filets Valronde, ils passeraient directement au tri, un nettoyage, pour ensuite faire broyage, granulé, etc. Son processus de recyclage. Ce processus de recyclage est innovant puisqu'il n'utilise pas d'eau et est entièrement mécanique. Et donc, les gains d'énergie est très important. Cette collecte a commencé en 2013. Donc, on pense que pour l'horizon 2017, il y aura 40% de collectes faites pour arriver à 85% de ces gisements.
Et donc l'objectif de l'analyse des cycles de vie, c'était pour bien mesurer les impacts positifs et négatifs de l'existant et de recyclage, quels étaient les impacts à éviter pour pouvoir comparer vraiment si le remède était meilleur que la maladie, de ne pas recycler et que l'impact du recyclage soit plus important que l'existant. Donc, la suite. Donc, nous avons donc étudié avec la coopérative MU le processus existant et ensuite nous avons analysé le processus en amont de ce que sera notre recyclage et mesuré tous les impacts de ce recyclage. La suivante. Donc, je vais passer la parole à Anthony qui va vous expliquer très détaillément ces points forts de recyclage. Donc l'analyse du cycle de vie a été réalisée avec deux objectifs. Donc, comme l'a dit Marcella, identifier les points forts et les points faibles du recyclage par rapport à la situation actuelle, et en deuxième objectif, d'identifier des axes de progrès et des leviers d'amélioration pour accentuer les points forts et lever les potentiels points faibles. Donc ici, un petit graphique qui vous présente les résultats qu'on a obtenus sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a ici 6 scénarios qui sont présentés. Le premier, c'est un scénario où le déchet serait traité uniquement par brûlage en champ. C'est une pratique qui, bien qu'illégale, est encore très utilisée par les agriculteurs. Un deuxième scénario qui serait un scénario standard d'enfouissement des déchets, en sachant que ce type de déchet ne peut pas être incinéré pour des raisons techniques. Un troisième scénario qui est en fait le scénario moyen, donc une partie, 60% des déchets sont brûlés en champ et 40% vont être enfouis. Et ensuite, 3 scénarios avec des taux de recyclage qui évoluent. Un premier taux de recyclage à 40%, puis 85%, puis 100%, un scénario idéal. Et ce qu'on voit ici, c'est que au fur et à mesure de l'augmentation du taux de recyclage, on a une baisse donc, de l'impact de l'élimination du déchet et une augmentation en proportion de l'impact associé au recyclage. Donc, au final, les émissions de gaz à effet de serre restent relativement stables. La différence, c'est que ici en bleu, on a un gain qui est associé à la production de matières premières secondaires. Donc ce gain, bien sûr, augmente proportionnellement au taux de recyclage. Le résultat, c'est que, au final, avec un taux de recyclage de 100%, on arrive à un bénéfice, un potentiel environnemental du recyclage dû à la valorisation de la matière supérieur à l'impact. Au global, on a calculé qu'en considérant la filière dans son ensemble, la mise en place de la filière de recyclage des filets de balles rondes pourrait permettre d'économiser environ 14 000 tonnes d'émissions de CO2 équivalent par an. Donc on a fait ce travail-là effectivement sur l'impact du changement climatique. On l'a fait également pour d'autres indicateurs, puisque l'analyse de cycle de vie a une méthode d'évaluation multicritère. On a identifié les points forts du recyclage. Donc pour cet indicateur étudié, le recyclage ici en bleu permet soit de limiter l'impact du traitement des déchets, soit de le compenser complètement. Pour certains indicateurs, 3 en l'occurrence, on a encore des incertitudes, c'est-à-dire que le bénéfice environnemental potentiel du recyclage va dépendre des pratiques et du scénario considéré. Et pour 2 indicateurs, on observe un transfert d'impact, c'est-à-dire que le bilan du recyclage est défavorable par rapport au scénario d'élimination du déchet. Ces 2 indicateurs, c'est les radiations ionisantes qui sont très liées à l'utilisation d'électricité nucléaire. On comprend ça assez facilement parce que pour enfouir du déchet ou brûler en champ, on n'a pas besoin de consommer d'électricité. Pour le procédé de Recy-West, qui est essentiellement mécanique, on a besoin d'électricité, donc nécessairement on a un problème sur cet indicateur. Et l'autre indicateur, c'est l'épuisement des ressources, notamment métalliques, associé principalement à la construction des infrastructures.
Donc, par rapport à ce constat préliminaire, parce que cette étude a été réalisée en amont du développement de la filière de recyclage, on a tout de suite compris qu'il fallait mettre en place un plan d'action pour lever ces incertitudes et ces transferts d'impact. Je vais redonner la parole à Marcella. Donc, une fois cette étude faite, on a repéré 17 pistes d'action sur 6 axes bien spécifiques. Et sur ces 6 axes, donc on a des améliorations à faire sur des points clés. Donc, par exemple, l'amélioration des déchets entrants. Aujourd'hui, quand on collecte 1 tonne de plastique, on collecte 1 tonne de paille et 1 tonne d'eau. Donc, en améliorant cette collecte, on aura moins d'eau et moins de paille, donc moins de produits à transporter et moins de produits à nettoyer et moins de produits en déchets. Ensuite, la recommandation suivante, c'est pouvoir utiliser nos déchets. Donc, concevoir un produit de nos déchets, chose qui est en cours. Et la 3e recommandation serait la construction des bâtiments. Donc, il faut qu'on fasse une analyse de comment on doit construire ce bâtiment, ou si on utilise un bâtiment existant, et la rénovation de ces bâtiments, est-ce qu'elle va avoir plus d'impact que construire. Donc, ça aussi, ce sont des études que nous avons en cours. Et en dernier, l'électricité. Donc, aujourd'hui, notre procédé utilise moins d'énergie que d'autres procédés. Néanmoins, c'est un procédé qui est basiquement utilisateur d'énergie. Donc, on peut aussi utiliser des énergies renouvelables. C'est des choses qu'on doit aussi étudier pour la suite de notre projet. Voilà en gros nos recherches pour la réalisation de notre projet de recyclage. Donc maintenant, on a le plan d'action sur lequel on doit avoir les recommandations. Nous avons passé à la partie construction et réalisation de notre projet pour ensuite refaire à nouveau analyse des cycles de vie pour constater que les impacts ont été positifs, si ont été positifs et quels sont les suivants à réaliser. Je vous remercie de votre attention. Merci Marcella, vous allez pouvoir rester devant la caméra pour répondre maintenant aux questions qui vont vous être posées par les participants sur votre projet. Sandrine. Oui. Avons-nous des questions? Oui, énormément de questions qui arrivent sur des questions très techniques pour la plupart, mais on peut noter en fait une interrogation majeure, notamment sur le fait que les gisements justement de ces plastiques sont diffus aujourd'hui. Et donc, est-ce que l'impact de la collecte sur le territoire a été pris en compte dans votre analyse de cycle de vie? Bien entendu, donc on a analysé aussi le type de collecte et nous sommes en train de réaliser une étude de logistique pour savoir quelle serait la meilleure façon de les collecter et réduire un maximum cet impact du transport. Mais si nous nous localisons en Normandie, c'est justement pour être dans le centre du territoire dans lequel ce matériau est le plus utilisé. Et une question en fait justement par rapport à ce plastique, est-ce que vous le rachetez aux agriculteurs aujourd'hui? Non, aujourd'hui ce plastique n'est pas acheté. Donc nous sommes tout au début de la collecte. Aujourd'hui, l'agriculteur paye un écotaxe pour assurer la fin de vie de cette matériau. Donc, il y a un collecteur national qui s'occupe de la collecte de l'agriculture, qui est aussi en rapport avec les producteurs des matériaux qui ont adhéré à la REP, et c'est eux qui organisent la collecte. Donc, tant que la collecte n'est pas organisée à 100% ou arrivée à un point, donc on ne peut pas décider quel sera le prix. D'abord, collecter, mettre en place la méthode de recyclage, ensuite on fera un bilan et on verra. À terme, l'idéal serait que le procédé de recyclage soit suffisamment rentable pour que cette matière
puisse avoir aussi une valeur. D'accord. On me demande également donc est-ce que les solutions en fait classiques utilisées auparavant auraient été une solution, notamment en fait les fameuses bottes de paille parallélépédique, pardon, qui ne comportent qu'une cordelette et non pas en fait du plastique. Est-ce que c'est les solutions que vous aviez envisagées ou pas du tout de mettre en place? En fait, le procédé que nous avons mis en place, qui vient d'être breveté, tient compte de la texture ou de la composition thermoplastique filamentaire. Donc, au départ, on s'est concentré sur le filet ballon, à savoir que par cette méthode, d'autres thermoplastiques filamentaires pourraient être recyclés. D'accord. Autre chose en fait sur la méthodologie générale vis-à-vis de l'ACV en fait procédé par l'agence MU. Les questions se posent justement sur les délais que vous avez eus en fait dans la mise en place de ce projet-là. Donc vous avez évoqué 2014, 2013. Donc on a l'impression que c'est quand même une démarche très long terme que vous avez mis en place. Donc avez-vous quand même en fait un retour sur investissement ou considérez-vous qu'il y a un retour sur investissement assez intéressant? Donc, est-ce que... Oui, très intéressant. En fait, le temps a été long, donc en 4 ans, depuis le début de ces projets. Mais il faut savoir que ces plastiques ne peuvent pas se recycler de façon classique. Donc, il a fallu réfléchir à un nouveau procédé. D'abord, il a fallu mettre en place ce procédé pour ensuite étudier son analyse des cycles de vie. On ne peut pas étudier l'analyse des cycles de vie si le procédé n'est pas mis en place. Donc, d'abord, on a procédé à des essais techniques à petite échelle et de plus grande échelle jusqu'au moment arrivé à un procédé qui assurerait dès le début jusqu'à la fin cette période de recyclage. Une fois qu'on a eu cette procédé, on a passé à l'analyse des cycles de vie qui nous a pris quelques mois. Il ne nous a pas pris autant de temps que ça. On a commencé à travailler sur l'analyse de cycle de vie en fin 2014 pour terminer avant l'été. Donc ça a pris quelques temps. Le délai, la complexité de cette étude-là, c'est que effectivement le procédé était défini, mais n'était pas développé. Donc il a fallu modéliser un certain nombre de choses et aller travailler main dans la main avec les fournisseurs de machines, avec le collecteur, avec les utilisateurs potentiels de la matière pour être capable de faire des prévisions sur ce que pourrait être le procédé en fonctionnement à l'horizon 2017. Et est-ce que du coup un matériau biodégradable ou biosourcé a été évoqué lors de votre étude? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce sont deux matériaux différents. La difficulté du plastique, le recyclage des plastiques, c'est que pour pouvoir le recycler, ces plastiques doivent être monoproduits. À partir du moment où ils sont mélangés, donc il faut passer par le tri. Donc c'est justement pour ça que nous nous sommes intéressés au filet ballon, parce que c'est un monoproduit. D'accord. Et autre question en fait, qui revient assez régulièrement, c'est est-ce que vous avez bénéficié d'aide, soit technique, soit financière, pour mener à bien cette étude et votre projet? Ces projets des aides publiques ou autres? Grâce à beaucoup d'aides. Heureusement d'ailleurs que dans ce pays, on a beaucoup d'aides. Donc la première aide, nous l'avons eue par le Conseil général de la Manche, puisque le projet allait s'installer dans la Manche. Donc nous nous sommes dirigés au Conseil général et on a eu énormément d'aides. Ensuite, nous sommes passés à la région, puisque le projet, c'est un projet régional territorial assez important. Donc nous avons eu l'aide de la région par ses intermédiaires, la Myriade, et aussi nous avons eu de l'aide de la BPI pour pouvoir faire notre étude de faisabilité. Nous avons eu une subvention, une AFI. Ensuite, nous avons eu une aide de l'ADEME pour pouvoir réaliser l'analyse des cycles de vie. On a eu une subvention spécifique par l'ADEME. Et aujourd'hui, nous avons été retenus dans l'AMI d'économie circulaire de la région, par l'ADEME et la région. Et nous avons eu aussi beaucoup d'aide et d'appui des organismes comme l'ISPA d'Alençon ou l'école de chimie de Lille.
D'accord, très bien. Écoutez, c'est à peu près les questions que nous avons eues. Je ne sais pas si les personnes ont d'autres questions à poser vis-à-vis de la présentation qui a été faite. Une fois encore, en fait, on a quand même beaucoup de questions techniques, donc qui se rapportent à des points de détail en fait de ce que vous avez présenté. Donc moi, ce que je propose, c'est de vous les transmettre, enfin de vous transmettre les réponses au cas par cas. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous félicite pour l'initiative. Voilà, c'est le dernier commentaire que je peux voir affiché. Et juste après, pour information, est-ce que vous avez envisagé en fait d'étendre ce projet en fait à d'autres territoires, d'autres pays peut-être? Oui, en fait, dans l'idéal, c'est faire une usine pilote en France, une fois que cette usine aura pris toute son envergure et qu'on puisse sortir des conclusions. Et cette méthode pourrait s'appliquer à d'autres pays, puisque à savoir que le filet ballon, c'est un matériel beaucoup utilisé en Europe. On utilise 45 000 tonnes. En France, on utilise 8 000 tonnes de ces produits. En Europe, 45 000 tonnes et en Allemagne, 90 000 tonnes. Donc, l'Amérique et l'Australie. Donc, ça serait un procédé à exporter dans d'autres pays. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous redonne la parole. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup. Donc, comme Yvan, je suis prête à répondre à toutes les questions qui viendront par la suite. Merci beaucoup.